Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter dans cette vidéo notre critique avec spoiler. Vous avez été des dizaines à nous demander notre avis, du coup cette vidéo sort un petit peu plus tôt que prévu, mais nous invitons évidemment toutes les personnes qui n'auraient évidemment pas encore eu la chance extraordinaire de découvrir les secrets de Dumbledore à ne pas regarder pour le moment cette vidéo et y revenir beaucoup plus tard. Se faire spoiler un film, c'est un peu comme perdre un match de Quidditch alors que l'attrapeur de notre équipe attrape le vif d'or. Donc remettez à plus tard le visionnage de cette vidéo, on ne vous en tiendra absolument pas rigueur et au contraire nous avons vraiment hâte de découvrir avec vous vos avis, vos commentaires sur ce qui vous a réjoui, sur ce qui vous a déçu, surpris, bref sur tout ce que vous avez pensé du film. Dans cette vidéo, nous allons, vous l'aurez compris, aborder un certain nombre de points essentiels de l'intrigue des secrets de Dumbledore. Nous n'allons pas tout traiter évidemment aujourd'hui, loin de là, nous avons plusieurs dizaines de vidéos à faire pour explorer toutes les informations les plus importantes. Mais nous allons reprendre succinctement les grands enjeux dans cette vidéo en vous donnant notre avis et éventuellement en vous donnant, si nécessaire, quelques informations pour décrypter ce que nous avons pu voir au cinéma. Évidemment, nous pouvons nous tromper, faire des erreurs d'interprétation, surtout lorsqu'on voit le film sous antidouleur avec des névralgies un peu partout. Non, sans blague, nous ne sommes pas infaillibles, dès lors toute erreur demeure possible. Les Secrets de Dumbledore est un film vraiment très dense, puissant et qui délivre de nombreuses informations, même si en première impression on pourrait se dire que finalement il n'y en a pas tellement. Les Secrets de Dumbledore est un film qui correspond à nos attentes. On avoue qu'on n'a pas non plus eu énormément de surprises puisque nous avions évoqué dans certaines de nos vidéos nos théories qui se sont avérées souvent plus ou moins exactes. Même si certains esprits ont eu la délicatesse de nous dire que nos vidéos ne servaient à rien, il est vrai que nous sommes assez fiers d'avoir vu juste sur certaines de nos théories et sur certaines de nos informations que nous avions pu débunker lors de ces très longs mois d'attente avant la sortie de ce troisième opus. Parfois nous avons pu nous tromper, mais évidemment, et globalement, nous n'étions généralement pas très loin de la vérité, voire même dans le vrai. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, donc si vous êtes toujours sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu le film, nous vous disons au revoir et à très bientôt, et nous le redisons une fois encore, histoire d'être sûr que nous sommes entre initiés, il est temps de quitter cette vidéo si vous n'avez pas vu le film. Vous avez plus de 230 vidéos à regarder pour faire patienter un petit peu en attendant, donc vous pouvez le faire. Allez, on compte jusqu'à 3 et c'est parti, 1, 2, 3 et en avant. Bon, on le répète juste une dernière fois quand même pour se faire plaisir. Au cas où vous seriez encore sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu le film, il est temps de partir, sinon après là on ne peut plus rien pour vous et on est absolument désolé. Donc c'est parti pour notre critique avec spoiler. Alors évidemment la première question qu'on peut légitimement se poser, c'est de savoir si nous avons trouvé finalement dans les secrets de Dumbledore des réponses satisfaisantes un peu à toutes les interrogations que nous avions eues à l'occasion de la sortie des Crimes de Grindelwald, qui vous le savez était un film déjà en soi très dense, où il y avait quand même beaucoup d'informations à retenir. Est-ce que ces réponses-là nous ont convenu ou pas? C'était une vraie question. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que peut-être l'une des questions les plus centrales autour des Crimes de Grindelwald, c'était la question de l'identité, on va rentrer directement dans le vif du sujet, de Croyance Belbos. Vous savez, Croyance Belbos, cet enfant, ou tout du moins ce jeune homme que nous avions découvert dans le premier volet des Animaux Fantastiques, dans une situation un petit peu d'orphelin adopté par une espèce de folle tordue, Marie-Lou Belbos, qui faisait penser un petit peu au Thénardier des Misérables de Victor Hugo, et ensuite on l'a découvert évidemment à la recherche de son identité dans les Crimes de Grindelwald, jusqu'à cette révélation qui était celle donc de Gellert Grindelwald, comme quoi il serait évidemment un des frères d'Albus Dumbledore, et donc il ferait partie en fait de cette fratrie originelle, donc descendant directement de Perceval et de Kendra Dumbledore. Alors est-ce que évidemment la révélation autour finalement de la filiation de Croyance nous a convaincus? Alors personnellement, moi j'ai trouvé que la réponse était très convaincante, même si elle manquait d'approfondissement, parce qu'au final, on ne sait pas qui est véritablement la mère d'Aurelius, et donc la femme, entre guillemets, d'Abelfort, et on non plus, on n'arrive pas à explorer, le film ne parvient pas à avoir laissé le temps à Abelfort et Aurelius de se connaître véritablement. Ils ne se rencontrent véritablement qu'à la toute fin, et on ne voit pas
on voit pas en l'occurrence comment ils peuvent rattraper le temps perdu et on ne sait même pas si cette question va pouvoir être abordée dans le quatrième avant finalement la mort d'Aurelius. Oui, parce que finalement, on peut se dire que Aurelius est absolument terminé dans cette saga. Pour nous, c'était une demi-surprise. On vous l'avait dit dans un certain nombre de vidéos qu'on ne voyait pas le personnage d'Aurelius survivre entre guillemets au secret de Dumbledore. Alors, on avait fait tout un tas de théories. Là, en l'occurrence, on sait que son Obscuris est en train de le tuer, que le Phénix est donc venu l'aider, entre guillemets, à faire ce passage-là d'un statut de vivant à un statut de mort, hein, de manière très claire. C'est ça. On est vraiment dans une dimension très mélancolique, très mélodramatique. Après, c'est vrai que Chloé pose la bonne question. Alors, est-ce que c'est une question, entre guillemets, qui sera pertinente pour les prochains volets ou est-ce que ça ne l'est pas? Là, pour le coup, c'est un point d'interrogation. C'est qui est la véritable mère, finalement, de Aurelius Dumbledore? Parce qu'on sait que c'est une femme qui habitait à Godric Hollow. En tout cas, une jeune femme qui habitait à Godric Hollow. On sait que Godric Hollow, c'est un village qui compte quand même une très grande communauté magique avec des familles finalement très connues du monde des sorciers. Il y a eu les Potter, il y a eu les Banks, il y a eu les Dumbledore, il y a eu évidemment Bathilda Tourdesac qui a été présente, il y a eu aussi les héritiers d'Ignatius Peverell. Donc est-ce qu'on peut imaginer là une filiation un peu particulière? C'est vraiment une question qu'on peut éventuellement se poser, mais sur laquelle à ce stade nous n'avons absolument aucunement la réponse. Et qu'est-ce qu'il est advenu finalement de cette sorcière, en admettant que ce soit une sorcière? C'était peut-être une Moldus, on n'en sait absolument rien. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Est-ce qu'elle est morte finalement dans le naufrage qui a eu lieu sur le chemin vers l'Amérique? Enfin bref, on peut se poser vraiment tout un tas de questions là-dessus et on n'a pas nécessairement à ce stade la réponse. La seule question qu'on peut se poser, c'est comment Grindelwald a pu être au courant de cette union qui n'était même pas connue d'Albus lui-même et qui était très largement niée par Aberforth. Est-ce qu'il était témoin de cette romance? Est-ce qu'il l'a su par l'entourage de la jeune fille? On ne sait pas, et c'est vrai que ce serait véritablement intéressant de savoir comment il a pu avoir accès à cette information. Alors, on peut imaginer effectivement qu'il a eu accès à cette information du fait que cette romance entre Aberforth et donc cette jeune femme aurait eu lieu apparemment le même été où il y aurait eu cette pseudo-romance entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Donc là-dessus, ça peut être éventuellement une théorie, mais là aussi, ça reste une théorie et sachant que évidemment, on ne sait pas du tout si Aberforth a pu voir son enfant avant la naissance ou pas. Donc là, ça reste vraiment un point de questionnement. Après, c'est vrai que voilà, on a trouvé un Aurelius Dumbledore qui, de toute façon, dans ce film, et on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, avait une évolution vraiment, là, pour le coup, dramatique. Hein. On savait, nous, que ça n'allait pas aller bien loin, d'autant plus que l'acteur qui interprète Aurelius Dumbledore pose quand même un certain nombre de problèmes à la production depuis maintenant des années pour des faits de violence, notamment sur les femmes, et c'est absolument inacceptable. Donc là, c'est vrai qu'on assiste quand même, effectivement, probablement à la mort et à la fin d'Aurelius Dumbledore. Ce qui n'est pas très très grave, puisque de toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change dans, on va dire, l'esprit des prochains Animaux Fantastiques. On voit bien qu'ils ont quand même amorcé quelque chose. Alors ensuite, évidemment, dans les questions qu'on pouvait se poser à la fin des Crimes de Grindelwald, c'était aussi d'imaginer un peu comment allaient réagir Norbert Dragono et Thésée Dragono à la mort de Leta Lestrange. Comment ils allaient prendre finalement un petit peu ça? Est-ce que ça allait véritablement modifier les choses? On se souvient que pendant les Crimes de Grindelwald, il y a eu notamment, par exemple, Norbert Dragono qui dit « c'est bon, j'ai fait mon choix » à Thésée. Alors effectivement, on voit qu'il a fait son choix, on voit que désormais il est un peu un des lieutenants, et peut-être même le premier lieutenant après McGonagall d'Albus Dumbledore. On voit qu'il est véritablement dedans, et on observe aussi chez Thésée Dragono quelque part un véritable désir de vengeance, une tendance très vengeresse finalement vis-à-vis de Grindelwald pour évidemment aller à l'encontre de la mort de Leta Lestrange. Et ça, évidemment, on en arrive aussi à cette immense question qu'on avait, c'était est-ce que Leta Lestrange est véritablement morte? Et là-dessus, Grindelwald donne un petit peu la réponse, et d'ailleurs il donne la réponse d'une manière absolument cruelle, puisqu'il explique de manière très claire, ah oui, Leta Lestrange, ouais, c'est vrai, je l'ai tué, ouais. Ok, voilà, et ça s'arrête là, et en fait pour nous ça a été une très grosse déception, parce que c'est vrai que Leta Lestrange est un personnage, mais juste absolument incroyable, peut-être même l'un des meilleurs personnages écrits par J.K. Rowling. Tout à fait. Et là, en fait, on nous dit, ouais, non, mais elle est morte, ouais, ok, mais bon, c'est pas grave en fait, hein. Passer à autre chose, et ça pour nous ça a été un peu une surprise.
Alors bon, ça nous donne une réponse. Après, est-ce qu'on peut juger cette réponse satisfaisante? Je sais pas, mais... Dans tous les cas, ça éclaire bien sur la psychologie du personnage qui est véritablement cruel et insensible. C'est à peine s'il se souvenait de son nom. Ah oui, totalement. Alors qu'on avait peut-être le sentiment, et d'ailleurs, il me semble qu'on vous l'avait dit dans une ou deux vidéos, que voilà, il avait, enfin, il voyait parfaitement dans les crimes de Grindelwald qui était l'état Lestrange, etc. et tout, et qu'il avait peut-être un intérêt pour cette personne-là, que éventuellement il aurait pu fomenter un plan, et en fait, en réalité, pas du tout. Ils sont contre-fous comme de l'an 40, et c'est là pour le coup peut-être une des surprises du film et peut-être l'une de nos déceptions, parce que c'est vrai que le personnage joué par Zoe Kravitz était absolument incroyable et Phénoménal. crevait l'écran. Ça, là-dessus, c'était évidemment le truc. Alors, ensuite, évidemment, une des questions qui se posait, c'était la question de la relation entre Albus Dumbledore et Gela Grindelwald. Vous le savez, nous, on n'a jamais cru, entre guillemets, à la méga love story où, voilà, il y aurait des petits papillons qui volent tout autour avec des petits cœurs, machin, Des etc. arcs-en-ciel. Voilà, des arcs-en-ciel, des licornes et tout ça, on n'y croyait pas véritablement, parce qu'il y avait déjà des scènes dans les crimes de Grindelwald qui nous avaient laissé à penser que même ce pacte de sang avait été fait, en réalité, dans une dimension qui était déjà bien déséquilibrée. Et on le voit bien finalement à l'écran, on voit un Albus Dumbledore quand même un petit peu gêné aux entournures et qui est plus dans la souffrance, et un Grindelwald plus sûr de lui et dont on sent bien en fait que ce pacte de sang est à son initiative. Tout à fait, on voit clairement Grindelwald abuser, exploiter la souffrance d'Albus, ce qui traduit une véritable relation d'emprise de Grindelwald sur Albus Dumbledore. C'est quand même un truc absolument, on va dire, difficile à regarder. Et en fait, dans les crimes de Grindelwald, puis dans les secrets de Dumbledore, on se rend compte que cette love story, en fait, elle a été vécue, entre guillemets, à double vitesse. C'est-à-dire que d'un côté, on ne remet pas du tout en cause les sentiments qu'avait Albus Dumbledore, on ne l'a jamais fait. Mais alors, par contre, les sentiments que peut avoir Gellert Grindelwald, là, entre guillemets, c'est une véritable question. Et même d'ailleurs, Dumbledore se pose la question, puisque dans la scène, en fait, où il présente le pacte de sang à Thésée Dragono, à l'intérieur même de la tête de sang, on voit bien, et on vous avait commenté cette scène, que le mec, eh ben, en fait, il nous explique que, grosso modo, oui, ça a été fait par amour, mais surtout par arrogance, par naïveté, et qu'il se rend bien compte, en fait, qu'il y avait quelque chose, en fait, de totalement déséquilibré dans cette relation, et que ce pacte de sang, en fait, était une sacrée connerie. Il s'en rend véritablement compte, même si on voit que, effectivement, dans la première scène, la scène d'introduction, il est toujours, entre guillemets, sous cette emprise, en quelque sorte, de Grindelwald, et ça, pour le coup, ça demeure un point quand même de l'intrigue qui est absolument essentiel. Et d'ailleurs, cette perversion est à son paroxysme lors du duel final, lorsque Grindelwald lance à Dumbledore, une fois que le combat est terminé, « Mais qui va t'aimer ?» en quelque sorte. Et cette phrase est d'une monstruosité crasse. Ah mais c'est absolument, là pour le coup, l'un des ressorts en fait de la perversion narcissique, qui est véritablement un trouble quasiment psychiatrique sur le sujet, et où là on voit effectivement qu'il y a cette dimension très perverse chez Gellert Grindelwald, et qui même d'ailleurs dans la scène d'introduction dit, quand Albus Dumbledore évoque ses sentiments, et Grindelwald ne répond absolument pas. Il ne revient pas sur ce sujet-là. Alors on nous dit oui mais il y aurait une scène qui aurait été coupée où en fait il y ferait un bisou dans le cou, je sais pas quoi, enfin bref, ça c'est possible, mais ça n'enlève absolument rien à la dimension de la perversion et de la manipulation qui est celle de Gellert Grindelwald, parce qu'il faut bien se souvenir que Grindelwald n'est pas entre guillemets un amoureux de transi, c'est un manipulateur de foule, c'est quelque chose qu'il sait faire avec beaucoup de talent, on le voit dans les crimes de Grindelwald, et on le voit aussi dans les secrets de Dumbledore, ou que ce soit d'un point de vue personnel dans sa relation vis-à-vis d'Albus, ou que ce soit d'un point de vue politique vis-à-vis de la communauté du monde des sorciers, il est toujours en fait dans cette manipulation, peut-être un brin plus violente effectivement dans les secrets de Dumbledore, mais on est toujours vraiment dans cette logique-là. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que effectivement, on peut dire que cette relation, elle est complètement déséquilibrée, on est très loin de la love story qui a été annoncée. Alors ensuite, évidemment, on a un certain nombre de changements au niveau des personnages principaux. Alors on peut dire que effectivement tout a évolué, tout a changé. Alors peut-être le premier personnage principal a évolué, c'est d'ailleurs Grindelwald lui-même, puisque vous savez évidemment qu'on a une interprétation maintenant qui est fournie par Mads Mikkelsen à la place de Johnny Depp, et on ne reviendra pas sur l'histoire. Bon, moi, de mon avis personnel, Grindelwald, interprété par Mads Mikkelsen, est le vrai Grindelwald que cette saga méritait. Très sincèrement, j'ai adoré Johnny Depp. J'ai adoré Johnny Depp dans Les Crimes de Grindelwald, parce qu'il correspondait
à la période qui était celle de l'histoire de Grindelwald, c'est-à-dire cette période entre guillemets pré-première guerre mondiale, pré-seconde guerre mondiale. Et on n'est pas certain que Mads Mikkelsen en Grindelwald à l'époque des crimes de Grindelwald aurait fait l'affaire. Voilà, peut-être que ça ne correspondait pas à la bonne époque. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que dans Les Secrets de Dumbledore, Grindelwald offre une perspective à son Mikkelsen offre une perspective à son personnage qui est absolument extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose pour le coup, vraiment qu'on a eu beaucoup de plaisir à découvrir, beaucoup de plaisir à voir, parce que c'est un homme vraiment qui est d'une cruauté absolument sans nom, qui est d'une perversion, on vous l'a déjà dit, qui est sans nom, et puis surtout qui est un jeu d'acteur. Enfin, quand il regarde Jacob Kowalski lors de la scène du dîner des candidats à la tête de la Confédération internationale des mages et des sorciers, quand il regarde Kowalski, enfin, c'est vraiment ce regard, il est extraordinaire, c'est un regard de loup. Oui, un regard d'égout et en même temps un regard de loup, quoi, qui regarde sa proie et mi-amusé, etc. Mais on sent qu'il veut en faire qu'une bouchée, quoi. Tout à fait, et on le voit bien dans le vocabulaire qu'il utilise vis-à-vis des Moldus, notamment lors de la scène introductive avec le tête-à-tête entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald, lorsqu'il évoque les Moldus sous le terme d'animaux ou de pestilence, rendez-vous compte. Ouais, et ça, pour le coup, c'était quelque chose, une corde sur laquelle ne jouait pas Johnny Depp dans son interprétation dans Les Crimes de Grindelwald, parce qu'il était dans cette période de séduction. Là, on n'est plus du tout dans la période de séduction, la période de séduction, elle est passée. Là, on est vraiment dans la période de mise en action du plan qui est celui de Grindelwald, et ça, pour le coup, c'est quand même intéressant. Alors après, évidemment, autre personnage intéressant, c'était celui, forcément, d'Albus Dumbledore, puisqu'on sent bien que effectivement, Albus Dumbledore va prendre une place de plus en plus prépondérante, ça, on vous le disait bien, évidemment. Et on a même l'impression qu'il va, entre guillemets, piquer la place de Newt et de Norbert Dragono, puisqu'il va devenir véritablement le personnage principal de cette saga. On le sent bien avec ce troisième opus qui semble fermer un pan de l'histoire, puisque, entre guillemets, toutes les intrigues principales semblent avoir trouvé une solution, avoir trouvé une fin, et que c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans le 4e opus et qui va se poursuivre dans le 5e. Et ce qui marque en fait avec l'évolution d'Albus Dumbledore, c'est justement ce personnage dont on apprend à découvrir finalement un petit peu les ressorts qu'on n'avait pas nécessairement toujours vus dans les livres Harry Potter et qu'on a fini en fait par découvrir très tardivement dans le 7e tome. Là, en l'occurrence, on les explore beaucoup plus avec évidemment ce drame familial autour de l'histoire d'Ariana Dumbledore, parce que là aussi c'est un vrai sujet. Et puis on continue ensuite évidemment à découvrir en fait la solitude de ce personnage qui, bien qu'il tient en fait entre guillemets toutes les manettes de ses équipes, etc. et tout, et en réalité cet homme est seul, il est seul face à une adversité qui pour lui revêt à la fois un schéma plus global, qui est le schéma évidemment de sauver la communauté internationale du monde des sorciers, et en même temps une dimension beaucoup plus personnelle, de mettre un terme définitif à cette relation à double vitesse et très perverse qu'il peut entretenir encore avec Gellert Grindelwald. Alors d'ailleurs, évidemment, il y avait aussi cette question d'Ariana Dumbledore qui était un vrai sujet, où on attendait aussi des réponses. Là, en l'occurrence, on est peut-être un petit peu resté sur notre faim. Oui, d'ailleurs, on a été surtout très déçus de ne pas avoir de flashback, puisque comme on vous l'avait montré, des scènes avaient été prévues avec Ariana Dumbledore, avec l'actrice, les photos qu'on vous avait sorties, et qui avaient été tournées au moment des crimes de Grindelwald, et qui n'ont pas du tout été ressorties pour les secrets de Dumbledore. Et c'est là qu'on a été un peu déçus, parce que l'explication, finalement, elle tient en deux phrases, j'exagère peut-être, mais ils font un résumé de ce qui s'est passé assez bref, et c'est vrai qu'on aurait vraiment adoré assister à la scène, même si on n'aurait toujours pas su qui a tué Ariana, on aurait vraiment adoré voir cette scène. Oui, le seul truc qu'on peut dire, c'est que Grindelwald, vraisemblablement, ne fait pas partie, entre guillemets, des potentiels assassins d'Ariana Dumbledore. C'est une affaire qui se joue entre Aberforth et Albus Dumbledore, sans qu'on puisse véritablement le savoir. Peut-être qu'eux-mêmes ne le savent pas. Effectivement, cette histoire de flashback, c'est un peu un regret, d'autant plus qu'on sent dans le montage du film, quand on l'a revu une seconde fois, on sent quand même dans le montage du film qu'ils ont vraisemblablement coupé quelque chose. Parce qu'il y a une dimension un peu étrange. Alors après, on sait que le film était déjà très très long et qu'ils ne voulaient pas faire non plus un film qui allait durer 3 heures, 3 heures et demie. Donc, mais on a vraiment le sentiment en fait qu'il y a une coupure dans la scène à un moment donné. Et finalement, ils ont essayé de raccorder un petit peu ça. Donc c'est un peu dommage. Nous, on aurait vraiment bien aimé en voir plus. D'autant plus qu'on sait aussi qu'une personne avait été castée pour le rôle de Kendra Dumbledore, notamment dans les crimes de Grindelwald. Donc on aurait pu vraiment réutiliser les choses de manière intelligente. Peut-être que ce sera dans les bonus du DVD. Faudra évidemment voir.
L'autre déception qu'on peut avoir aussi, c'est que le sujet n'est pas non plus abordé entre Grindelwald et Dumbledore. Ils ne font pas du tout mention d'Ariana. Et l'autre déception qu'on va aussi avoir, c'est par rapport au tableau. Alors effectivement, on voit le tableau à la tête de sanglier, mais on s'attendait peut-être à une certaine interaction avec ce tableau, que ce soit un souvenir avec un flashback, des scènes que l'on voit, ou ne serait-ce que un sourire, une phrase, une impression, un sentiment. Là, finalement, le tableau est là, et il sert plutôt plus du décor que de la véritable participation à l'intrigue en fait. Et pour faire, entre guillemets, une conclusion sur ce personnage d'Ariana Dumbledore, effectivement, on fait le lien avec ce qui s'est passé sur Aurelius. Là, on a évidemment la confirmation qu'il y avait bien une histoire d'Obscurus dans les troubles qui étaient ceux d'Ariana Dumbledore. Donc, il y a cette dimension-là. Et on voit, en fait, à la fin, quand Aberforth part avec Aurelius, on voit cette espèce de rédemption qu'il cherche effectivement à prendre soin de son fils. Donc ça, c'est évidemment un point. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler des changements chez les personnages, entre guillemets, et ben on peut parler évidemment, par exemple, d'Aurelius Dumbledore, qui lui, effectivement, à la fois change et ne change pas. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait un espèce de mix entre Aurelius du numéro 1 et du numéro 2, et qu'on retrouve en fait dans le 3. C'est-à-dire que cet homme est toujours torturé, même la découverte, entre guillemets, de son identité lui pose un certain nombre de questions, parce qu'il recherche véritablement cette famille. On est d'ailleurs là sur un message qui est très conservateur, c'est-à-dire qu'il n'ira mieux, entre guillemets, il ne sera serein que quand il aura découvert ses origines. C'est le sens de finalement le regard, de l'échange de regards qu'il y a entre lui et Albus Dumbledore à la fin de la bataille de Berlin. Donc on est vraiment sur ce message-là, il avait besoin de connaître ses origines, mais on sent effectivement quelqu'un qui ne fait pas confiance à Grindelwald, quelqu'un qui est très seul dans sa tête, qui voit bien que le Phénix lui aussi est en train de mourir, lui-même sait qu'il va mourir. C'est pour ça d'ailleurs que même quand Grindelwald le menace avec sa baguette au bout de temps, il ne réagit même pas, il est prêt entre guillemets à accueillir la mort. Donc ça, c'est vraiment là-dessus une évolution du personnage qui était entre guillemets assez attendue, qui était assez logique, et qui ne nous a pas choqué outre mesure. Et d'ailleurs, on voit bien en fait la perversion qui est celle de Gellert Grindelwald, quand ce dernier va en fait mentir dans les crimes de Grindelwald en disant que finalement son frère Albus Dumbledore cherche à le tuer. On voit bien cette manipulation qui cherche à le transformer en une arme contre Albus Dumbledore pour pas que Gellert Grindelwald ait encore une fois à faire le sale boulot. Ça, on a bien compris cette logique-là, mais en réalité, Grindelwald, lui, savait parfaitement que Aurelius était le fils de Aberforth Dumbledore, et donc il a évidemment menti uniquement pour fabriquer, entre guillemets, une arme à destination d'Albus Dumbledore, et ça, pour le coup, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est sacrément crade comme principe. Alors, autre personnage, nous qu'on adore, c'est un de nos personnages préférés, c'est évidemment le personnage de Queenie Goldstein. Alors Queenie Goldstein, c'était une de nos très très grandes attentes, on l'avait vu sur la bande-annonce et sur les différents teasers qui étaient sortis. Elle est métamorphosée, on ne la reconnaissait pas, on aurait presque dit une Eva Braun, entre guillemets, de l'époque hitlérienne, mais on était vraiment dans une dimension où on voyait un changement complet, total de personnage, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas du tout été déçu par l'interprétation absolument incroyable d'Alison Sudol, qui était vraiment, on va dire, au-delà en fait, du parfait, puisqu'elle a fait véritablement un sans faute. On voit un personnage qui est torturé, on voit un personnage qui regrette profondément le choix qu'elle a pu faire, on voit un personnage qui, entre guillemets, est aujourd'hui dans une logique en fait presque d'autodestruction, c'est-à-dire qu'elle se condamne presque à rester avec Grindelwald pour évidemment ne pas mettre en danger par exemple Jacob Kowalski. Donc on est vraiment en fait dans cette logique-là, très forte entre guillemets, d'interprétation d'un personnage par encore une fois son interprète, qui franchement est absolument bluffante. Alors on voit qu'elle ne dit pas tout à Grindelwald, mais c'est vrai que nous on a été absolument charmés par cette évolution du personnage de Queenie Goldstein, même si évidemment elle est tragique. Mais bon, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a eu quand même une évolution sur un personnage qui a été vachement intéressant, et là-dessus, on peut faire un grand coup de chapeau à J.K. Rowling pour encore avoir fait évoluer ce personnage-là qui vraiment nous intéresse beaucoup. Alors ensuite, autre personnage, forcément quand on parle de Queenie, on parle de Jacob, pas très très loin, et là pour le moins que l'on puisse dire, c'est que Jacob Kowalski, lui aussi a connu un peu une petite évolution, même s'il reste entre guillemets le moldu qu'il a toujours été. Alors on le découvre au début du film évidemment complètement destroy, on le voit presque dépressif, même totalement dépressif, où il pleure entre guillemets l'absence de Queenie Goldstein. Il y a cette scène absolument très très touchante dans la boulangerie où en fait il imagine que Queenie Goldstein arrive comme si rien ne s'était passé, mais en réalité évidemment tout cela n'est qu'un rêve, tout cela n'est qu'une illusion qu'il se fait
fabrique lui-même. Et ensuite, on va voir effectivement ce Moldu se battre avec sa baguette magique, donc qui pour le coup n'est pas une véritable baguette magique, hein, c'est une baguette magique qui permet uniquement de répliquer les sorts que d'autres sorciers ou sorcières vont mettre en œuvre pour lui, mais c'est vrai qu'il apporte toujours un petit peu cette dimension comique, cette dimension très drôle, et ça c'était vraiment un bel atout, et ça reste un des beaux atouts entre guillemets de cette saga. Et d'ailleurs, on a eu très très peur à la fin du film, puisque on a bien cru que Grindelwald allait tuer Jacob. Et d'ailleurs, là où on a été très inquiet, c'est aussi lorsqu'il a lancé le sort Andoloris sur Jacob, où là, la scène est quand même insoutenable. C'est le cas de le dire, c'est très dur à regarder. Et heureusement qu'ils n'ont pas montré Jacob en train de souffrir, parce que là, ça aurait été vraiment très dur. Oui, parce que effectivement, c'est ça en fait le truc quand même assez impressionnant, c'est qu'on voit que finalement Jacob Kowalski est dans sa capacité entre guillemets d'interprétation qui est celle de Dan Fogler, dans une dimension vraiment presque héroïque du personnage. C'est-à-dire qu'on passe finalement un petit peu du spectateur à un héros qui est prêt à tout subir pour donc Queenie Goldstein, hein, et qui lui dit d'ailleurs dans le village au Bhoutan que voilà, il est prêt à subir toutes les conséquences, etc. Mais que voilà, il est profondément amoureux d'elle et qu'il n'imagine pas sa vie sans elle. Et on est vraiment là sur une dimension très romantique. Alors, autre personnage, évidemment, peut-être celui qui a connu finalement le moins de changements, c'est Norbert Dragono. Norbert Dragono, c'est un personnage qui, finalement, est quand même assez dans la droite ligne de son interprétation du 1 et du 2. Dans le 3, on le sent un peu plus décidé, effectivement, à combattre. On le sent peut-être beaucoup plus, effectivement, dans cette dimension du choix qu'il a fait au moment de la mort de Leta Lestrange, mais on ne peut pas dire qu'il y a une modification substantielle du personnage. Non, non, tout à fait, il est fidèle à lui-même. Il ne change pas, et c'est là qu'on peut dire qu'on pense voir un changement de personnage principal de Newt Scamander à Albus Dumbledore, puisque on voit que, en dehors de l'intrigue amoureuse avec le dilemme entre Bounty et Tina, il n'y a pas plus véritablement d'intrigue autour de Norbert Dragono. Oui, ils ont vraiment sorti ça. Alors c'est vrai qu'à la fin, on se dirige vraiment vers ce triangle amoureux. Alors on voit bien que Bounty, elle, est folle d'amour, entre guillemets, pour son Norbert adoré. On voit bien qu'il y a la question de Tina qui occupe l'esprit, entre guillemets, de Norbert. Maintenant, on verra ce que ça donnera. Vraisemblablement, il y a un triangle amoureux qui est en train de se créer. Et ça peut être très dangereux d'ailleurs dans les événements des Animaux Fantastiques 4 ou 5, où on n'est pas à l'abri, évidemment, par exemple, d'une trahison. Pourquoi pas, on peut l'imaginer, hein, de Bounty qui, voilà, par désespoir, pourrait faire à peu près la même erreur que celle de Connie Goldstein. Enfin, c'est une possibilité, c'est une théorie, il faudra qu'on en reparle dans d'autres vidéos. Ensuite, il y a le personnage, évidemment, de Thésée. Alors, Thésée, personnellement, moi, c'est un de mes personnages préférés. Je l'adore, je le trouve absolument génial. Il est incroyable. Voilà, je trouve que Callum Turner a une interprétation vraiment juste démentielle. Il est super. Alors, ce personnage ne connaît pas non plus une très grande évolution, si ce n'est effectivement ce désir de vengeance permanent, et on le voit bien par exemple à la fin donc de la bataille finale où il voit entre guillemets, il regarde vers le vide en se disant eh merde, Grindelwald s'est échappé, mais on voit bien qu'il y a une volonté personnelle de venger la mort de Leta Lestrange. On voit clairement qu'il a envie de le tuer de ses mains. Alors ensuite il y a entre guillemets l'apparition entre guillemets de ce duo un petit peu qu'il peut former avec Eulalie X. Ça, on va vous en reparler un petit peu plus tard. Pour l'instant, ça nous semble quand même un peu prématuré de dire qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Hein. Non, par contre, on voit qu'il y a une véritable alchimie entre les acteurs, ou tout du moins entre les personnages. On voit que c'est un duo qui pourrait marcher du feu de Dieu, qu'on pourrait être face à des péripéties à la fois drôles et en même temps tragiques, et qui s'en sortiraient avec brio, parce que c'est deux personnages qui sont, disons-le, badass. Mais voilà, c'est là où on a été un petit peu déçus, c'est qu'on s'attendait à plus de scènes de duo comme ça entre les deux, parce que déjà dans le trailer on voyait que ça allait marcher entre les deux, pas d'un point de vue amoureux, mais au moins oui, l'alchimie entre les deux personnages, et ouais, ça manquait un petit peu de scènes entre deux, mais on pense que dans le 4e et dans le 5e ils n'hésiteront pas à faire marcher ce duo là. Alors ensuite, autre personnage qu'on redécouvre entre guillemets un petit peu, c'est Vinda Rosier. Alors Vinda Rosier, interprétée par Poppy Corbett-Wake, nous c'est clairement un de nos gros coups de cœur
dans ce film. Alors on dit pas ça parce qu'elle est française, hein, on est chauvin, mais bon, il y a des limites. Mais on dit ça vraiment parce que effectivement, elle interprète ce personnage autant avec ses regards que ses interprétations, que ses mimiques, de manière vraiment absolument géniale. Enfin, nous, on a eu vraiment un énorme coup de cœur pour ce personnage, alors qu'elle est évidemment du mauvais côté de l'échiquier. C'est un peu la Bellatrix Lestrange, finalement, quelque part de Voldemort, peut-être avec les sentiments en moins, on peut imaginer ça, mais en tout cas, il y a une forme d'admiration évidemment qu'elle a pour Grindelwald, et on sent aussi qu'elle est là en fait pour le protéger. Donc c'est pour ça qu'il y a ce rapport entre guillemets avec Bellatrix Lestrange qui est quand même assez flagrant, mais nous, c'est un personnage qu'on a trouvé vraiment très très convaincant. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que elle n'a pas besoin de parler et d'avoir beaucoup de lignes de dialogue pour qu'on comprenne la complexité de sa psychologie. Alors, ensuite, évidemment, on a la question de Youssouf Kama, puisqu'on est sur les acteurs français, donc on va continuer dans cette logique-là. Alors, Youssouf Kama, bah, c'est là aussi, on va dire, une évolution un peu tranquille depuis les crimes de Grindelwald. Alors, on voit très bien qu'il a son rôle d'espion à jouer, hein, donc c'est un espion finalement à double casquette, hein, qui part, entre guillemets, chez Grindelwald pour l'espionner et tout en lui faisant croire en fait qu'il est avec lui. Donc on est vraiment dans cette logique d'agent double. Donc ça c'était quelque chose en fait d'assez sympathique, mais là-dessus on peut observer que c'est un sorcier qui est très puissant, qui aura peut-être une place dans la suite, mais on n'en est pas nécessairement persuadé. À voir donc effectivement si ça se concrétise là-dessus, ça peut être évidemment une vraie question. Ce qui était intéressant, c'était la mobilisation par Grindelwald de l'argument de la pureté du sang pour qu'il rejoigne ses rangs. Voilà, ça s'est fait assez rapidement, mais à voir dans la suite s'il part dans cette dérive-là. Oui, ça reste vraiment une question. Là, à ce stade, on n'a pas véritablement la réponse. Faudra voir ce qu'il en est. Après, c'est vrai que c'est intéressant. Et alors, évidemment, on a tout un tas de nouveaux personnages qui arrivent dans cette saga. Et notamment, le premier d'entre eux, si on ose dire, c'est Eulalie X. Et Eulalie X, bah, finalement, c'est un peu un gros coup de cœur. Là aussi, nous, on l'a adoré. Alors, on sait que c'est un personnage qui a bénéficié d'un très très grand travail avec J.K. Rowling, entre J.K. Rowling et Jessica Williams. Elles ont beaucoup travaillé ce personnage, elles l'ont beaucoup finalement mis en œuvre, créé, et on s'aperçoit bah, effectivement qu'on est sur un personnage qui est absolument extraordinaire et qui a beaucoup de choses à nous apporter, notamment avec beaucoup d'humour, et même son introduction bah, finalement fait aussi appel à tout ce que bah, J.K. Rowling combat dans la vie du quotidien, et c'est aussi les combats d'ailleurs de Jessica Williams, c'est-à-dire le harcèlement, etc. Même si tout ça est une scénette totalement montée, le harcèlement de rue, les violences faites aux femmes, on voit bien effectivement que cette connexion s'est établie sur des sujets qui sont vraiment au cœur du combat de ces deux femmes dans le monde réel, et là on le retrouve effectivement dans le monde magique. Et c'est d'ailleurs ce qui nous fait penser que J.K. Rowling s'est incarnée dans ce nouveau personnage qu'est le Laïx, un peu de la même manière que J.K. Rowling s'est transposée dans le personnage de Hermione Granger dans les livres Harry Potter. Ici, elle incarne plutôt la version adulte d'elle-même, c'est-à-dire une femme accomplie, une femme forte, une femme qui n'a pas besoin d'un homme pour pouvoir s'en sortir et qui est capable de se débrouiller par elle-même. Et c'est vrai que pour le coup, la Ligue, c'est un personnage qui aura beaucoup de choses à montrer dans les prochains volets, ça on en est certain. D'ailleurs, Jessica Williams elle-même a dit effectivement que son personnage allait beaucoup évoluer dans les prochains volets, et on a vraiment hâte effectivement de voir cette dimension nouvelle entre guillemets du personnage. Alors ensuite, on l'a classée dans les nouveaux personnages parce que c'est vrai qu'on la voyait, elle avait une ligne de dialogue dans les crimes de Grindelwald, on la voyait très peu, et finalement elle était très absente, et là son personnage est complètement métamorphosé. C'est le personnage de Bounty qu'on voyait comme une simple assistante transie d'amour dans les crimes de Grindelwald et qu'on voyait pendant 1 minute 45. Là, on la découvre bah, finalement dans une dimension un peu totalement nouvelle, où bah, effectivement elle va endosser un certain nombre de responsabilités qui lui sont confiées d'ailleurs directement par Albus Dumbledore, hein, ce qui pose évidemment la question de la loyauté entre Norbert et Albus. Donc on peut imaginer que évidemment Albus Dumbledore a pour projet de protéger Norbert envers et contre tout, et que Bounty est très attentive, mais le fait est que effectivement ce personnage est quand même assez métamorphosé. Victoria Yates donne une véritable, on va dire, dimension à ce personnage qui n'était pas du tout la même dans les crimes de Grindelwald. Elle a vraiment été totalement métamorphosée par J.K. Rowling. Alors là, on n'est pas tout à fait d'accord parce que fondamentalement, je pense que Bounty n'a pas tant évolué que ça, parce qu'elle reste quand même un personnage de second plan. Alors elle n'a jamais prétendu être un personnage de premier plan, mais c'est vrai qu'elle reste un personnage assez discret, qui ne bénéficie pas de beaucoup de scènes et qui au final joue de du fait qu'elle soit un peu transparente, et c'est bien parce qu'elle n'est pas remarquée et qu'on ne la remarque pas qu'au final elle n'a
pas de confrontation directe avec les méchants de l'histoire, entre guillemets, que ce soit à Berlin ou que ce soit au Bhoutan, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle arrive à faire passer la valise et à passer entre les mailles du filet, c'est parce qu'elle n'est pas remarquée. Et alors c'est vrai que Chloé a raison quelque part, et en même temps, moi c'est vrai que bon, je trouve quand même qu'il y a une évolution chez ce personnage, il faudra voir évidemment ce que ça donne. Alors, autre personnage que l'on découvre, évidemment, c'est Aberforth Dumbledore. Donc là, c'est un personnage évidemment que l'on connaissait dans la saga Harry Potter, et notamment au cinéma dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, et là, en l'occurrence, on découvre effectivement sa version jeune, donc il est toujours aussi bourru, toujours aussi désagréable, toujours aussi, on va dire... un peu comme un malpropre. Oui, c'est un peu un malpropre. Enfin, il est rustre, quoi, comme on dit, il est rustre. Il voilà, est pas méchant. On a l'impression d'aller voir un tonton en pleine province au milieu de la Creuse. Hein. On adore la Creuse. Hein. On a rien contre la Creuse. Voilà, un bûcheron. Oui, c'est plutôt un bûcheron parce qu'un bûcher, ça c'est. Les sorciers adorent les bûchers, mais bon, faut peut-être pas exagérer non plus. On va pas le foutre au bûcher tout de suite. Bon, le fait est que voilà, c'est un personnage qui est assez, on va dire, dans ses grands thèmes habituels. Hein. Voilà, c'est un personnage qui est bourru, limite désagréable, sauf quand il se retrouve évidemment avec son fils, où là on sent quand même qu'il essaye d'en prendre soin, même s'il a beaucoup hésité, et que pour lui on sent que derrière il y a une histoire quand même qui est très douloureuse. Donc ça là-dessus, ça reste vraiment une question. Donc ensuite, autre personnage que l'on découvre, c'est Antonin Vogel. Alors Antonin Vogel, il est joué par il joue le personnage qui interprète le ministre de la magie allemande, mais également le président en exercice et donc en fin de mandat de la Confédération internationale des mages et sorciers. Et là, pour le coup, ça va peut-être vous surprendre parce que c'est un personnage très secondaire, mais énorme coup de cœur. D'ailleurs, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait une place aussi importante dans l'intrigue. C'était vraiment pas attendu, et en même temps on découvre effectivement un personnage qui est très, on va dire, politique, qui est très intelligent, qui fait des remarques qui sont parfois très pertinentes, parce que quand Norbert Dragono vient lui délivrer le message d'Albus Dumbledore, quelque part il lui dit ouais, mais c'est facile de critiquer, c'est facile de dire les choses quand on est planqué à Poudlard alors que le monde est en train de brûler, et ce reproche, il est franchement très juste, et là-dessus on peut pas donner tort à Vogel. Et de la même manière qu'il ouvre le débat sur la question de savoir que fait-on des opinions qui sont, disons-le, majoritaires ou tout du moins importantes dans l'opinion et qui ne sont pas acceptables ou qui ne sont pas en partie acceptables. Que fait-on de ces gens-là? Que fait-on de cette opinion-là? Devons-nous l'écouter, ne serait-ce qu'en partie? Devons-nous la cloisonner? En plus, il y a tout un repère historique, effectivement, que l'on voit au sujet de Vogel, où il gère finalement un monde des sorciers, une communauté du monde des sorciers qui est en train clairement de s'effondrer. On est vraiment aussi là sur une analogie historique avec finalement la chute de la République de Weimar, et la question de mais qu'est-ce qu'on fait d'Adolf Hitler? Est-ce qu'il faut le laisser se présenter? Est-ce qu'il faut l'empêcher de se présenter? Qu'est-ce qui est au final le plus dangereux? Et ça, là, pour le coup, on peut imaginer effectivement que Vogel est sous l'influence de Grindelwald et a peur de Grindelwald, et en même temps, son devoir de dirigeant, c'est aussi de se poser finalement les bonnes questions. Est-ce que c'est mieux d'interdire, entre guillemets, quelqu'un de se présenter à une élection, ce qui est quand même forcément antidémocratique, ou est-ce qu'il faut laisser, entre guillemets, les choses se faire tout en espérant finalement que les choses tournent bien? Donc là, c'était vraiment la véritable question qui se posait. Alors voilà, ça c'était pour Vogel, qui vraiment, nous, est un personnage qu'on a vraiment beaucoup aimé, sur lequel on reviendra dans un certain nombre de vidéos. Là-dessus, vous pouvez compter sur nous. Il faudra évidemment qu'on en parle. Alors ensuite, il y a tout un tas d'autres personnages qui ont été ajoutés. Il y a Helmut Weiss, il y a Henrietta Fischer, bon, il y en a tout un tas. Bon. Ce sont des larbins. Voilà, ce sont des larbins, ça reste là. Il y a Zabini aussi qui est présent, mais bon... Alors on ne savait pas qu'il s'appelait Zabini, mais on est quasiment sûr que c'est ce personnage-là. C'est le personnage en fait qu'on voit dans la scène du bassin entre guillemets de résurrection que l'on peut voir effectivement à côté de Vinda Rosier. Bon, après tous ces personnages-là sont vraiment des personnages secondaires sur lesquels il n'y a pas forcément un énorme intérêt, on va pas se le cacher. Ils sont bien, ils sont là, mais bon après il faut voir évidemment ce que ça donnera. Mais ça pour le coup c'était intéressant. Alors ensuite évidemment ce qui va être le plus intéressant aussi à regarder, c'est nous les scènes qui nous ont le plus marqué. Et alors évidemment on va essayer de vous le faire un petit peu dans l'ordre chronologique. Parce que ça c'est quand même quelque chose d'important. Alors moi par exemple, une scène qui m'a beaucoup marqué, mais c'est aussi parce que j'adore ça, c'est la scène du Great Wizarding Express, où en fait on retrouve toute cette première armée de Dumbledore. Alors d'ailleurs ce terme de première armée de Dumbledore qui a été abondamment utilisé pendant la promotion n'a pas du tout été réutilisé dans le film, hein. Donc là c'était vraiment un argument purement marketing, hein. C'est comme le phénix sur l'affiche qui arrive à Poudlard, là on était vraiment dans... Oui, là c'est un objet de déception pour nous. Ouais, vraiment là on est dans le
putaclic, mais après ça n'empêche pas que cette affiche est absolument superbe et qu'on l'a achetée. Et d'ailleurs qu'on va vous l'offrir sur Instagram, parce qu'on lance un concours aujourd'hui sur notre page Instagram, évidemment, pour vous offrir l'affiche du film et une autre affiche également. Mais bon, bref, ça c'était une petite déception, mais par contre cette scène du Great Wizarding Express, on l'a trouvée absolument géniale, en tout cas moi personnellement, parce que ça m'a fait penser en fait à un film que j'adore, qui est Ocean's Eleven, et puis Ocean's 12 et sa suite, et puis évidemment le huitième. On voit effectivement en fait cette espèce d'équipe de braquage, de braqueurs professionnels qui se met en œuvre. En fait, bon, le plan c'est qu'il n'y en a pas, parce qu'on comprend très vite qu'avec les visions de Grindelwald ça va être compliqué, donc il faut finalement un peu que ce soit un grand bordel organisé, parce que Dumbledore sait parfaitement faire. Et puis surtout, il y a aussi cette référence à Harry Potter et les reliques de la mort qui est absolument extraordinaire, où en fait on voit en fait Dumbledore, un peu comme il l'a fait avec son testament pour aider Harry, Ron et Hermione, distribuer des objets magiques. C'est un peu l'inspecteur Gadget, ou plus largement James Bond qui se voit confier des gadgets par Q juste avant ses missions, quoi. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une ambiance aussi de film d'espionnage, et on le voit notamment quand on arrive par exemple au Bhoutan où on se croirait presque finalement dans des James Bond, notamment je pense à certains de Pierce Brosnan par exemple, ou de Roger Moore, où quand il pénètre en fait dans un lieu ultra sécurisé, ultra gardé, on voit effectivement les troupes de Grindelwald sur les toits, etc. On voit presque qu'on est dans une mission quasi d'infiltration. Enfin, c'était vraiment bien joué. Donc en fait aussi cette distribution effectivement des gadgets entre guillemets, elle est intéressante parce qu'on voit que tout le monde finalement a droit à son truc, que la Ligue a eu droit à son livre un petit peu plus tôt. On sait que Jacob Kowalski donc obtient sa baguette. Ensuite, c'est Thésée qui va obtenir sa cravate. Ensuite, on va avoir Youssouf Kama qui lui a obtenu sa mission. Norbert Dragono a obtenu également son message à délivrer à Vogel. Et Bounty qui a reçu l'instruction de faire dupliquer la valise. Donc voilà, mais ça c'est vrai que la scène dans le Great Wizarding Express, elle est assez impressionnante parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir presque la constitution d'une équipe, un peu comme dans Ocean's Eleven, un peu comme dans Avengers, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa et d'assez intéressant. Alors ensuite, sur les scènes les plus importantes, évidemment, il y a tout un tas de scènes, notamment celle dont on vous avait parlé et qu'on avait sorti sur notre chaîne au sujet évidemment de la scène du pacte de sang où il explique en fait à Thésée Dragonos ce qu'il se passe avec ce pacte. Donc là-dessus évidemment il y avait tout un tas de choses qu'on vous avait déjà dit, donc on va pas revenir dessus dans cette vidéo. Ensuite il y avait évidemment d'autres scènes qui nous ont beaucoup plu, la scène du Quillin par exemple, la naissance du Quillin. Alors on savait que ça allait être une scène absolument magnifique, mais on n'a franchement pas été déçus. Même si on est passé effectivement un peu de l'émerveillement un peu au drame, avec effectivement Vinda Rosier qui va tuer la mère Quillin, et puis cette bataille dans cette forêt chinoise en fait qui se met en branle avec une bataille très très violente. Alors d'ailleurs on verra que Aurelius Dumbledore ne touche pas à Norbert Dragono, il ne veut pas le tuer clairement, alors qu'il aurait pu. Mais bien parce qu'il a compris qu'il a toujours été de son côté et qu'il a toujours voulu l'aider au final. Exactement, donc là-dessus il y a quand même un lien qui s'était créé entre les deux, et finalement on reste dans cette dynamique. Le Quillin est un animal absolument mignon, ce qui nous amène d'ailleurs à parler un petit peu de la place des créatures magiques, qui est quand même beaucoup plus forte sur ce troisième volet. Dans le deuxième volet ça avait été un peu oublié, on sait que ça avait été une des très grandes critiques des détracteurs entre guillemets des crimes de Grindelwald. Là en l'occurrence c'est vrai qu'on les voit de manière assez régulière, on voit de nouvelles créatures, pas énormément mais on en voit quand même pas mal, mais c'est vrai que le Quillin reste quand même finalement une créature fantastique vraiment intéressante à regarder et qui tient quand même évidemment un grand rôle dans ce film. On regretterait plus simplement qu'il n'y ait pas plus de scènes qui se passent dans cette forêt en Chine, parce qu'on avait notamment vu des concept art sortir où on voyait Aurelius qui marchait au milieu d'une espèce de cascade en plein milieu de la Chine et des bambous, et c'est vrai que au final tout est passé un peu vite, mais bon, c'est pas très grave. Oui, alors en plus, parce que c'est vrai qu'on avait vu également des plans qui avaient été tournés de jour, là ça se passe uniquement de nuit, donc bon, on va voir évidemment s'il y a des choses qui vont être modifiées, puisque les images du tournage étaient sorties, et là clairement c'est une luminosité qui est une luminosité journalière, pas du tout une luminosité nocturne, donc là il faudra voir évidemment s'il y a des scènes coupées et si c'est un peu rajouté. Une autre scène, là pour le coup qui, à titre personnel, m'a moi beaucoup plu, c'est la scène en fait où on arrive pour la première fois au ministère allemand de la magie, où là effectivement on découvre toute une architecture qui correspond, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans la première vidéo où vous sortez la toute première photo qui était sortie des plateaux de tournage. En fait on est vraiment sur cette architecture très nazie, bâtie par Albert Speer dans le monde des Moldus. On est vraiment dans ces bâtiments finalement qui donnent une dimension assez extraordinaire finalement et assez puissante au film.
Et là-dessus, il y a eu vraiment dans cette scène des choses qui étaient très très fortes. Alors il y a le côté architectural, mais il y a aussi le côté de cette communauté du monde des sorciers qui est très divisée, avec d'un côté Vicente Santos, de l'autre côté Liu Tao, et on sent bien derrière les troupes entre guillemets de Grindelwald. On voit aussi que même les costumes ont été travaillés pour représenter finalement différentes sensibilités, différentes classes populaires au sein de cette communauté internationale du monde des sorciers. Et on voit aussi bien en fait ce qui est tout à fait montré, et ce qui nous renvoie effectivement à la République de Weimar, avec d'un côté on va dire une classe dirigeante très bien habillée dans des très grands salons de réception, et le reste du peuple qui est dehors et qui a froid parce qu'on a le sentiment qu'il a neigé. Donc on est vraiment en fait sur cette espèce de logique entre guillemets de distinction des masses qui est assez importante et qui va expliquer ensuite l'arrivée triomphale de Grindelwald portée par la foule, vraiment dans cette dimension très populiste, et qui était aussi d'ailleurs celle évidemment d'Adolf Hitler dans l'histoire du monde réel. Ça, là-dessus, c'est évidemment un point très très important. Autre scène, là pour le coup, qui était franchement très, très intéressante à regarder et à voir, c'est la scène où, en fait, Gellert Grindelwald va assassiner le Quillin. Et là, on peut dire qu'on est vraiment dans la cruauté pure et simple. Oui, on a été très choqués par cette scène. Oui, franchement, on ne s'y attendait pas. C'était un truc, en plus, ça arrivait un peu comme un cheveu sous la soupe. Et là, ça a été un truc, waouh, parce que ça nous fait réaliser en fait que ce personnage qui est celui de Grindelwald tout de suite en fait n'est pas du tout le même que celui qu'on a vu dans le 2, et qu'il va falloir effectivement s'attendre à beaucoup de violence de sa part et vraiment une logique tout à fait différente. Ça, c'était vraiment un point là pour le coup très, très important. Alors évidemment, ensuite, autre scène qui a pu évidemment nous charmer, parce qu'elle est assez rigolote, et disons-le, de temps en temps avoir des scènes un peu drôles, c'est pas mal, c'est la fameuse prison d'Erkstag également. En avant-première, les gens ont beaucoup ri à ces scènes-là. Voilà, c'est vrai que lors de l'avant-première, il y a eu vraiment une grosse ambiance, parce que c'est vrai que les scènes dans cette prison, qui aurait dû être, entre guillemets, en fait c'est très bizarre, parce qu'ils ont utilisé une manière totalement différente de tourner cette scène. C'est-à-dire qu'il y a le côté tragique, presque horrifique, avec cette manticore. Alors on va nous dire, ouais, mais la manticore, elle ressemble pas à des images qu'on avait vues sur des produits dérivés qui sont sortis il y a 25 ans, qui n'ont même pas été validés par J.K. Rowling, et que, ouais, ça a complètement changé, c'est une incohérence absolument insupportable. Bon, faut se calmer, concrètement, moi, j'ai jamais croisé une manticore, je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, qui que ce soit a croisé une manticore, et pourtant cet animal remonte, entre guillemets, à la Grèce antique, mais bon, le fait est que, voilà, oui, effectivement, ça ne correspond pas à un dessin promotionnel qui avait été fait, entre guillemets, dans le cadre d'un jeu de cartes qui s'appelle Harry Potter Trading Card Game, qui est sorti il y a plus de 20 ans, ok, ça correspond pas tout à fait, d'accord, bon, c'est pas très très grave, il y a plus grave dans la vie, il y a des conflits, il y a tout ça, bon, c'était peut-être pas le truc à retenir du film, mais en tout cas, voilà, cette scène, elle est horrifique, avec cette manticore qui arrive, qui balance ensuite des cadavres puants et de putréfaction, décomposés, acidifiés. Voilà, c'est absolument dégueulasse, et à côté, en fait, on a vraiment cette dimension ultra comique, avec le nifleur, avec le beau truc. Et cette danse. Et cette danse aussi de Norbert et de Thésée avec les manticores, les bébés manticores, c'est hilarant. Voilà, c'est hilarant. D'ailleurs, on imagine, on espère vraiment qu'il y aura ça en scène coupée, entre guillemets, dans le film, dans le Blu-ray, parce que vraiment, là-dessus, il y avait vraiment des choses à dire qui étaient absolument fantastiques. Là-dessus, vraiment, on a adoré cette scène. C'était vraiment très très drôle, et il y avait vraiment un aspect très comique. De la même manière que quand le nifleur et le beau truc s'échappent, et qu'ils vont finalement faire un peu une scène de ralenti à la Madagascar. Vous savez, la scène où le lion et le zèbre courent l'un vers l'autre pour se faire au câlin, et au final ça échoue parce que évidemment le nifleur va se rattacher à une pièce qui brille et non pas à Piquette. Ah oui, alors là, évidemment, j'avais absolument pas la référence, je dois le dire, mais là, pour le coup, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'humour. Alors ensuite, il y a évidemment la bataille entre Aurelius et Albus Dumbledore, qui se déroule donc à Berlin. Donc, bon, clairement, on peut dire que, en fait, c'est surtout Albus Dumbledore qui va se défendre, parce que, en fait, il va même se défendre mollement, parce que Aurelius ne fait clairement pas le poids. Alors, cette scène, elle est particulièrement décriée, tout du moins incomprise par les fans, car il faut dire que si on n'a pas lu les livres Harry Potter, on peut être un peu perdu. En résumé, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, le déluminateur de Albus Dumbledore sert principalement à éteindre les lampadaires et exceptionnellement à faire transplaner Ron pour rejoindre Harry et Hermione dans leur itinérance au sein des reliques de la mort. Dans les livres, le déluminateur demeure quand même un peu plus étrange et plus mystérieux pour le coup. On sait qu'il produit des effets étranges, Ron en parle, dégage des petites bulles, etc. Mais on ne sait pas exactement à quoi ça sert. Et là, on voit que Dumbledore utilise la même magie pour en réalité propulser Aurelius et lui dans une dimension presque miroir, empêchant ainsi les victimes collatérales à la bataille. Aurelius
Aurelius va déchaîner les forces de son Obscurus contre un Dumbledore tout en maîtrise qui va finir par dominer facilement Aurelius qui est quand même à bout de souffle, hein. Il est presque mourant, hein. Ça semble assez clair, et qu'il n'arrive même plus à combattre son Obscurus. C'est à ce moment-là en fait que Dumbledore va expliquer à Aurelius que Grindelwald lui a menti, qu'il n'a pas été abandonné, que son père souhaite le retrouver et qu'il est bien effectivement un Dumbledore mais pas de la fratrie originelle, ce qu'Aurelius évidemment savait déjà. Là-dessus pour le coup c'était vraiment une scène assez impressionnante. La seule petite déception, c'est qu'elle n'ait pas duré un peu plus longtemps pour notre pur plaisir, et le fait qu'elle ait été quasiment intégralement dévoilée via les trailers. Ça, c'était un petit peu décevant. Mais bon, c'est pas grave, ça reste une scène très belle, très puissante. On se retrouve ensuite à la scène du dîner au sein même du ministère, qui demeure pour le coup un très grand moment du film. Et en tout cas, un de nos moments préférés, car pour le coup, il demeure très important et surtout aussi visuellement absolument incroyable. On assiste clairement à la scène un peu pivot de ce film où tout commence, on va dire, à prendre forme. Jacob et Queenie se revoient pour la première fois. Queenie fait tout pour ne pas regarder Jacob. Jacob, lui, ne tient plus en place. Grindelwald regarde avec un regard de loup Jacob. Quand il a eu une vision où il tenait une baguette, le regard de Grindelwald ferait déguerpir n'importe qui. Lali s'occupe de retenir Jacob, mais aussi évite à Santos de se faire empoisonner, et le tout dans une ambiance petit four et musique de chambre. Tout du moins, jusqu'à ce que Jacob, empereur chevalier, aille défendre l'honneur de sa chère et tante en demandant à Grindelwald de la libérer, et c'est à ce moment-là que tout bascule et que Jacob menace Grindelwald. Ça ne manque pas d'une certaine noblesse, on est d'accord, mais ça ressemble quand même assez furieusement à un geste suicidaire, même si l'intention n'était pas là. En tous les cas, on comprend vite l'utilité de la baguette de Jacob dont Lali prend le contrôle avec sa propre baguette. C'est donc une sorte de réplique de sort à distance, et dans la bataille qui s'ensuit, on voit d'ailleurs Queenie qui tente d'aider discrètement Jacob le temps que Lali le récupère avant de partir directement pour Poudlard, grâce une fois encore au livre. Et c'est d'ailleurs lors de cette scène que l'on découvre l'une des plus belles bandes originales de James Newton Howard pour le film. Alors ensuite, évidemment, il y a toutes les scènes que l'on peut voir au bouton qui sont absolument fantastiques, hein, que ce soit la scène, effectivement, où il se balade dans le village pour échapper aux troupes de Grindelwald, et donc, évidemment, avec ce système de valise, hein, c'est vraiment un truc très marrant et franchement bien fait, avec là aussi bourré de références à Harry Potter, le monstrueux livre des monstres et des cognards des vifs d'or, le sortilège de Gémino, les livres qui explosent partout, les pâtisseries de Jacob Kowalski qu'on voyait dans le premier film. Enfin bref, il y a tout un tas de choses en réalité qui sont là finalement pour nous faire rire, et on sait que donc c'est Bounty qui a préparé entre guillemets tout ça, et on voit évidemment que ça sert beaucoup. Et puis après on se dirige évidemment vers la bataille finale. Alors là-dessus déjà un regret, c'est qu'on n'a pas entendu le discours de Vicencia Santos et de Liu Tao et de Gellert Grindelwald. Alors on imagine que ça a été filmé et que ça a été ensuite coupé au montage parce que il faut pas faire un film non plus de 4 heures parce que sinon personne n'y va. Donc du coup là-dessus ça a été vraiment notre grande déception, parce qu'on aurait bien aimé assister entre guillemets à ça, parce que c'est vrai que pour le coup on n'arrive pas vraiment à distinguer. Alors Vicencia Santos on voit à peu près quel est le discours, Liu Tao on n'imagine pas véritablement quel est son discours, Gellert Grindelwald on l'imagine, mais bon ça reste quand même compliqué. Et ce qui rend un peu ces personnages désincarnés en dehors de Vicencia Santos, qui a un peu plus de présence puisqu'elle elle est victime d'une tentative d'empoisonnement. Mais sinon, Liu Tao est complètement transparent et absent du fait qu'il n'a pas la moindre réplique dans ce film. Voilà, c'est ça, et ça c'est un peu dommage. Et ensuite, donc rentre en scène le Quillin. Alors le Quillin, là-dessus, tout le monde va vous dire, ah oui, mais on va pas ressusciter dans Harry Potter. Bon, alors si, déjà, on peut ressusciter dans Harry Potter, on sait très bien que ça peut se passer sous différentes formes, ça peut se passer sous la forme de fantômes, ça peut se passer avec la pierre de résurrection des reliques de la mort, et ça peut se passer aussi d'une autre manière, qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins alléchante, qui est, entre guillemets, les Inferi. Là, on est en train de faire des recherches pour voir si, par hasard, ce Quillin ne serait pas une sorte d'Inferi. Alors après, il faut vérifier, mais non, il n'y a pas d'incohérence absolument monumentale, nanana. Donc c'est pas si simple que ça, mais on vous fera toute une vidéo sur le sujet. On sait que c'est une très grosse critique des fans qui hurlent en disant ah ouais, mais il n'y a pas la résurrection dans Harry Potter. Et, enfin bref, Harry Potter n'est pas non plus l'alpha et l'oméga du monde magique, et l'histoire du monde magique est bien au-delà de Harry Potter, et on s'en rend bien compte dans cette saga. Donc bref, il y a toute cette scène-là, et effectivement ensuite la torture de Jacob Kowalski dont on vous a déjà parlé, et puis ensuite arrive évidemment ce duel final. Alors ce duel final qui n'était pas entre guillemets attendu. Alors là aussi certains fans disent ah ben ouais mais ça dure pas trop longtemps. Bah oui c'est sûr. Alors en même temps on n'est pas dans Avengers Endgame, donc c'est sûr qu'on va pas faire 15 minutes de bataille à 150 millions de dollars la bataille. Ça c'était un peu une évidence, hein. On savait que ça allait être court, d'autant plus que ce n'est pas le duel final, puisqu'on vous rappelle qu'il y a un 4e et un 5e film qui sont en préparation,
Donc David Yates a lui-même confirmé que effectivement le duel final entre Grindelwald et Albus Dumbledore, il allait falloir l'attendre encore un tout petit peu, puisque effectivement ça se déroulerait le 2 novembre 1945. Donc ils ont quand même bien une idée de là vers où ils veulent aller, et on emmerde évidemment cordialement Melty, Cosmopolitan, Variety, qui sont des médias anti-J.K. Rowling et qui propagent de fausses informations évidemment par rapport à la suite des Animaux Fantastiques 4 et 5. Nous, on s'en tient pour l'instant aux déclarations qui sont celles de David Yates, de Jessica Williams, de Callum Turner, de Mads Mikkelsen et également de Jude Law. Comme ça, au moins, les choses, elles sont claires. Ensuite, pour cette bataille finale, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est extrêmement impressionnante. Alors, elle est très complexe, cette scène à analyser. Hein. Nous, on est déjà à deux visionnages du film. Il va falloir qu'on le revisionne un certain nombre de fois. Ce qui est certain, c'est qu'on est vraiment dans une dimension parallèle autour, construite en fait par le pacte de sang. Que clairement ce pacte de sang est détruit par le fait, alors là aussi ça hurle au niveau de certains fans en disant ah bah oui mais il peut pas être détruit le pacte de sang parce que sinon il y en a un des deux qui meurt. En réalité les choses sont beaucoup plus compliquées et personne ne connaît exactement, mis à part J.K. Rowling elle-même, le fonctionnement d'un pacte de sang. Là en l'occurrence on voit effectivement très bien que Gellert Grindelwald utilise le sortilège du Avada Kedavra et que Albus Dumbledore lui lutte contre ce sortilège, et donc on peut imaginer que effectivement avec ce sortilège de protection qui est destiné évidemment à protéger Aurelius, on peut imaginer que effectivement il se passe quelque chose. Il ne faut pas oublier que Aurelius et Albus Dumbledore partagent le même sang en partie, donc il y a éventuellement quelque chose qui se passe à ce stade-là. Après, d'un point de vue visuel, la bataille est absolument phénoménale, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On a vraiment hâte de voir le duel final dans Les Animaux Fantastiques 5 quand il sortira au cinéma dans quelques années. On a vraiment hâte de voir cette bataille parce que là c'est vrai que c'est parti finalement à une vitesse absolument incroyable, et d'ailleurs tout part très très vite, hein, parce que la scène doit durer à peu près 1 minute 50, 1 minute 60. Et tout est magnifiquement orchestré. Ah mais c'est incroyable, c'est incroyable, la chorégraphie des combats est absolument démentielle. On n'avait pas vu de combat comme ça dans Harry Potter, là on est vraiment dans une dimension beaucoup plus adulte et dans une dimension quand même beaucoup plus, on va dire, fantastique des choses, et ça pour nous c'était vraiment quelque chose qu'on attendait de voir effectivement des adultes. On le voit même dans la bataille au Bhoutan, où là, effectivement, quand on voit Thésée et Eulalie se battre, on a l'impression de voir Captain America et le Soldat de l'Hiver, hein, si vous voulez votre référence à Marvel. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. Voilà, on a cette espèce de combat dos à dos et de complémentarité des personnages. Et de complémentarité de tous les personnages, et même de Jacob Kowalski qui fout un pain à sa manière, évidemment à deux sorciers, comme quoi la manière forte parfois est plus forte que la magie. Enfin, bref, on a vraiment toute cette logique-là qui est quand même assez extraordinaire avec ce duel final. Alors après, il y a cette scène effectivement où ils ont chacun la main sur leur cœur. Là, évidemment, c'est une scène entre guillemets qui va dire ah bah ouais, mais vous voyez bien que c'est une love story. Ouais, alors en fait, on vous explique que c'est plus compliqué que ça. Parce que quand effectivement vous avez le cœur comme ça qui bat et tout, on peut imaginer que Grindelwald a peut-être eu des sentiments, ou a peut-être des sentiments pour Albus Dumbledore. Et qu'il les exprime de manière très malsaine ou quoi. Mais on n'est pas certain de ses sentiments. Il peut en avoir, mais dans tous les cas, quelle qu'en soit l'origine, il les exprime mal. Voilà, il les exprime mal, et en tout cas c'est un pervers narcissique, quoi qu'il arrive, et un pervers narcissique de haut vol, puisque c'est à ce moment-là qu'il va dire à Dumbledore, après que Dumbledore l'ait dominé et que le pacte de sang ait été rompu, il lui dit « Mais maintenant, qui va t'aimer ?» Et ça, c'est une phrase qui est d'une violence absolument démentielle. On vous l'a déjà dit au début de cette vidéo. Vraiment, pour nous, c'était quand même là-dessus un truc qui nous a fait sacrément reculer. Bon, voilà. Donc ça, c'était évidemment pour le duel final. Et puis, il reste évidemment la question de la fin. Alors là-dessus, avec Chloé, on n'est pas du tout d'accord. Alors Chloé, toi, c'est quoi ton avis? Alors moi, j'ai été globalement déçue de cette fin. Déçue parce que c'est un peu comme la saison 8 de Game of Thrones, c'est-à-dire une fin un peu douce, amère. C'est-à-dire que c'est une sorte de happy ending, et en même temps, on ne voit pas véritablement les débouchés de cette fin. C'est-à-dire que ça manque de développement. Par exemple, le mariage de Queenie et Jacob, on peut comprendre qu'il n'ait pas été montré pour témoigner de cette intimité, de ce mariage caché qui au final se déroule dans la cuisine de la boulangerie. Et en même temps, on est déçu car après l'évasion entre guillemets de Grindelwald, au final, il ne se passe pas grand-chose dans cette fin, mis à part qu'on assiste au mariage depuis la rue et que finalement Albus Dumbledore se retrouve plus seul que jamais. Voilà, on n'a pas de cliffhanger. Alors évidemment, ce n'était absolument pas obligatoire, et d'ailleurs tous les films Harry Potter ne se terminent pas
par des cliffhangers, ni les films Les Animaux Fantastiques, comme le premier, mis à part le deuxième, mais c'est vrai que voilà, cette fin manque un petit peu de piquant, elle manque un petit peu de tragédie, elle manque un petit peu de donner envie de voir la suite, même si évidemment tout le film induit ce sentiment, mais voilà, c'est peut-être aussi le format série qui dépeint un petit peu sur ma vision, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que la fin était un petit peu décevante, qu'elle manquait un petit peu de développement. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en réalité cette scène pour moi sert effectivement à montrer qu'il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que là on a eu effectivement un certain nombre d'intrigues avec Queenie, avec Tina, avec machin, etc. 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 Ok, bon voilà, ça c'est quelque chose qui est du domaine du clôturé, de la fin. Donc évidemment on reverra certainement Norbert Dragonon, on reverra certainement Lalix, etc. On reverra peut-être ces personnages-là, mais surtout ça nous permet de voir qu'en fait Dumbledore, lui, dans sa solitude, est le seul en fait qui peut faire quelque chose contre Grindelwald, qu'il n'y a que lui qui peut agir, et que donc il y a de fortes probabilités qu'effectivement les Animaux Fantastiques 4 et 5 laissent la part belle effectivement à Albus Dumbledore et à cette quête entre guillemets pour retrouver Grindelwald, pour le traquer et évidemment pour le désarmer définitivement et récupérer la baguette de Suro. Pour moi, franchement cette scène, elle servait principalement à ça, c'était à montrer effectivement un Albus Dumbledore face à toutes ces turpitudes, face à toutes ces difficultés, face à tous ces sentiments, et qui se dirige donc vers son destin et vers une manière finalement d'aborder les choses qui sera nécessairement différente de ce que l'on a vu dans les 3 premiers films, puisque maintenant le pacte de sang est détruit, il n'est plus entre guillemets tenu par en fait cette magie si particulière. Maintenant c'est lui qui va effectivement prendre en charge entre guillemets cette on va dire cette quête là contre Albus, contre Gellert Grindelwald. Ça semble assez évident. Donc voilà, grosso modo, à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire évidemment sur le film. Alors on aurait pu en rajouter, on aurait pu vous parler effectivement des musiques du film qui sont globalement plutôt pas mal, mais qui ne sont pas non plus absolument extraordinaires. Elles sont un peu moins bonnes que celles qu'on avait vues effectivement dans les crimes de Grindelwald. On aurait pu vous parler de l'ancrage historique de ce film, mais on vous dédiera la question dans une vidéo spécifique. Voilà, on aurait pu aussi vous parler effectivement de temps en temps de scènes dont on sent bien qu'elles ont été facilitées entre guillemets par Steve Kloves, qu'elles ont été réécrites pour entre guillemets les rendre plus simples, ce qui nous a un petit peu déçus. Mais tout ça on vous fera dans un certain nombre de vidéos. Pour ne rien vous cacher, on a sélectionné à peu près 30 idées de vidéos différentes à faire sur ce film et peut-être que d'autres viendront au fur et à mesure du temps. Maintenant à vous de nous dire vraiment dans vos commentaires ce que vous pensez. Alors mettez quand même, on le dit par sécurité, entre parenthèses, spoiler, parce que c'est vrai que sur les 2 premières minutes de la vidéo, on invite les gens à partir, mais on ne sait pas s'ils partiront tout de suite, donc mettez bien spoiler juste avant pour que les gens regardent pas trop. On essaie quand même de préserver au maximum. Donc en tout cas, on va se retrouver évidemment très vite pour analyser un petit peu tout ça et pour rentrer évidemment dans le détail de tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. La vidéo est assez longue, elle fait un petit peu plus d'1 heure, on s'en excuse, mais évidemment on avait beaucoup de choses à dire et en plus on est dans une période qui est très chargée à la fois sur notre santé et également sur des examens universitaires pour Chloé, donc c'est vrai qu'on est vraiment un peu pressurisé par le temps en ce moment. Donc évidemment on va revenir sur tout un tas d'autres informations, mais ce qui nous intéresse évidemment surtout c'est de lire votre avis. Venez nous donner votre avis donc en commentaire, venez également sur notre Discord, on vous remettra le lien dans la barre d'infos et en commentaire. Ça nous intéresse évidemment toujours de discuter de plus en plus avec vous autour des secrets de Dumbledore. Cette vidéo, voilà, elle n'est pas parfaite parce qu'on n'a pas eu le temps de la monter, etc. Mais on tenait vraiment à vous faire cette critique avec les spoilers cette fois-ci pour qu'on puisse évidemment discuter un petit peu de tout ça. Dites-nous vous vraiment dans les commentaires ce qui vous a réjoui, ce qui vous a surpris, ce qui vous a choqué, si vous voyez des incohérences, etc. Parce qu'on nous dit tout déjà, ouais, il y a encore plus d'incohérences que dans le 2. Bon, ok, nous on n'en a pas vu énormément, mais dites-nous toujours, on fera probablement une vidéo pour remonter éventuellement les incohérences. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté parce que généralement on se rend compte que ce qui est certains prennent pour des incohérences est en réalité tout à fait cohérent et qu'en fait cela tient surtout au fait que beaucoup de gens malheureusement n'ont pas encore lu les livres Harry Potter. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour évidemment être tenu au courant de toutes nos informations en activant la petite cloche et ensuite on se retrouve donc pour de nouvelles aventures très bien. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit like, ça nous fait toujours plaisir de voir que notre contenu vous plaît et donc évidemment on se retrouve dans très peu de temps pour plein de nouvelles informations parce que vraiment ce film nous en a dévoilé quand même un sacré paquet. Donc on vous souhaite à tous un très bon week-end pascal, profitez-en bien, mangez beaucoup de choco-grenouilles et surtout n'oubliez pas évidemment pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui ont écouté cette vidéo parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui voulaient être spoilés, et n'oubliez pas d'aller voir Les Secrets de Dumbledore au cinéma parce que ça rendra toujours beaucoup plus justice de voir le film que de nous écouter. À très bientôt.